Bonjour Miko Blujon-Mérette, vous êtes chargé d'enseignement en géopolitique des Outre-mer à Sciences Po. L'ordre est en train d'être rétabli, le feu est éteint mais les braises couvrent toujours. On verra d'ici quelques jours si le feu est vraiment éteint. A priori, d'un point de vue politique, le feu n'est pas éteint. Et le sujet, il est assez simple aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il faut de l'ordre pour dialoguer, mais en même temps, le dialogue, il faut qu'il y ait de la confiance pour qu'il ait lieu. Et le problème, c'est justement un problème de confiance politique entre les indépendantistes d'un côté et Paris de l'autre. Et oui, les non-indépendantistes. Avant de revenir à cette histoire de dialogue, comment se fait-il que dans l'ensemble de la société, du côté des indépendantistes comme des loyalistes, il y ait autant d'armes en circulation ? Le sujet du surarmement en Nouvelle-Calédonie est un sujet qui nous ramène aux années 80. Et en fait, le sujet, c'est qu'il y a effectivement un déficit de capacité, d'une part, de forces de l'ordre sur le territoire, et puis d'autre part, il y a un sujet qui est assez simple, c'est que effectivement, de part et d'autre, il y a eu, dans les années 80, puis ensuite, des milices qui se sont formées. Et ces milices qui se sont formées d'un côté comme de l'autre, au départ, étaient des milices de protection, entre guillemets, pour les uns, et d'action pour les autres. Aujourd'hui, de part et d'autre, il y a effectivement un surarmement qui rend cette poudrière encore plus vulnérable, effectivement, à des effets politiques. 76 000 armes déclarées et 20 000 armes de poing. Il n'y a pas aussi une question de permis de chasse ? Oui, bien sûr, parce que de fait, il y a une grande proportion à cette chasse, en particulier dans les zones dites en brousse. Mais le sujet en Nouvelle-Calédonie, il est le suivant, c'est que avant, c'est-à-dire dans les événements des années 80, ce qui se jouait, c'était des affrontements qui pouvaient avoir lieu dans la province nord, essentiellement dans les zones, on va dire, hors de Nouméa. Or, ce qui s'est passé depuis 40 ans, c'est que tout simplement, des populations kanak ou des populations déshéritées ou non privilégiées, tout simplement se sont rapprochées de la ville. Il y a eu effectivement un mouvement démographique et donc géopolitique interne au territoire qui fait qu'aujourd'hui, des populations ou des groupes qui sont armés vont être beaucoup plus proches, effectivement, de Nouméa, et ce qui va donner des effets que nous voyons aujourd'hui, beaucoup plus prégnants, et avec une démarche aussi, avec une réalité qui fait que les populations, on va dire, loyalistes ou non indépendantistes, ou européennes en tout cas, qui se sont formées ou qui ont ces milices-là dans la zone urbaine autour du Grand Nouméa, eh bien de fait se sentent encore plus vulnérables peut-être qu'avant. Cette crise, pour en revenir à la crise et au dialogue, elle n'est pas tout à fait une surprise. Elle avait été annoncée depuis plusieurs mois par ceux qui connaissent le terrain et l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. C'était même annoncé depuis, je vous dirais, 2022. C'est-à-dire que fondamentalement, ici, le péché originel, le principal problème, c'est la question de la tenue du troisième référendum. D'un côté, évidemment, les non-indépendantistes vont dire le troisième référendum, c'est tenu, il y a eu un non à l'indépendance massif à plus de 96% et ne vont pas parler du contexte dans lequel, effectivement, il y a eu un boycott de la partie kanak en règle générale. 56% d'abstention, qui est des chiffres absolument pas comparables avec les deux premiers référendums. Tout à fait. Plus, ils avaient demandé un report de 6 mois. Tout à fait. Et la difficulté qu'il y avait à l'époque, pour rendre justice aux deux parties, encore une fois, c'est que d'un côté, effectivement, ce référendum aurait dû avoir lieu en 2022. En 2022, on avait l'élection présidentielle, l'élection législative. Le calendrier était particulièrement chargé. Et il y a eu une demande de tenir ce référendum assez rapidement en 2021 de la partie indépendantiste. La dynamique était en leur faveur. Puis ils ont demandé un report et ce report n'a pas été donné par Paris. Puis il y a eu ensuite cette question évidemment de la période Covid. Le moment où le référendum s'est tenu, il y avait effectivement cette problématique du Covid. Il y a bref eu une rupture de confiance à ce moment-là et la rupture de confiance ensuite s'est consumée à partir de 2022-2023 avec un certain nombre de propositions ou un certain nombre de discours, notamment celui du président de la République quand il s'est rendu sur le territoire en 2023, qui ont été prises pour des passages en force, voire pour certains indépendantistes les plus radicaux d'entre eux, ont été considérés comme des déclarations presque de guerre. Mais alors du coup, est-ce que le gouvernement pourra jouer le rôle de médiateur ? Mais c'est toute la difficulté, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on entend dans la partie indépendantiste l'explication du non-vouloir à discuter. Cette explication, elle tient au fait qu'aujourd'hui, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, est délégitimé pour la partie indépendantiste. Il a aussi quitté le ministère de l'Intérieur pour aller à Matignon et à l'Élysée. J'allais y venir, c'est-à-dire revenir à une situation antérieure où effectivement c'était Matignon qui s'occupait plutôt de ce dossier. Le sujet aujourd'hui est... Il y a par voie de presse un certain nombre d'éléments qui sont sortis ces derniers jours à ce moment-là.
dans les entourages du Premier ministre ou dans les entourages des indépendantistes, on observe non pas non-volonté de discuter, mais une difficulté à se mettre d'accord. C'est-à-dire, d'un côté, on va retrouver les indépendantistes qui vont considérer ou qui ont exprimé le fait qu'ils ne sont pas certains que Matignon connaisse aussi bien le sujet que les prédécesseurs des premiers ministres avant Elisabeth Borne. Et puis le deuxième sujet, c'est effectivement, si le président de la République récupère le dossier et traite le dossier en direct, eh bien de fait, ce qu'il a dit en 2023, quand il s'est rendu sur le territoire et qui a été pris par certains comme une forme de déclaration de guerre en imposant finalement cette question du dégel du corps électoral dans le débat politique, eh bien de fait, est-ce qu'ils vont pouvoir relégitimer, ou en tout cas redonner une parole à Emmanuel Macron? Visiblement, ce n'est pas encore le cas. Mais est-ce qu'on peut discuter avec une date butoir fin juin pour convoquer le Congrès? C'est tout le problème. En tout cas, moi, je prends pas parti, je fais pas de politique là-dessus. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, d'un point de vue du consensus, pour essayer de recréer un consensus, c'est difficile effectivement de recréer un consensus avec un ultimatum. Et c'est bien justement le problème qui va se poser aujourd'hui. C'est-à-dire que délocaliser le dossier de chez Gérald Darmanin à chez Gabriel Attal, qui n'est pas forcément vu comme un expert de la situation, et le porter ensuite jusqu'à Emmanuel Macron, qui a été vu comme étant partie prenante en 2023 et maintenant avec cet ultimatum quelque part de fin juin avec le Congrès, donc partie prenante de cette perte de neutralité de l'État, en tout cas c'est comme ça que c'est perçu du camp indépendantiste, et bien de fait ça rend pas non plus Emmanuel Macron hyper légitime. Alors, malheureusement pour porter ce dossier. Donc la question du qui, elle se situe aujourd'hui dans le débat sur le groupe de contact parlementaire, peut-être la présidente de l'Assemblée nationale, peut-être le président du Sénat ou les deux, peut-être un collège dit de sages, comme ça se fait régulièrement dans les Outre-mer, on l'a vu. D'anciens premiers ministres comme Lionel Jospin, Édouard Philippe. Absolument. Ce qui est une solution qu'on ressort assez régulièrement, que ce soit sur des sujets comme la Guyane, comme Saint-Pierre-et-Miquelon, même à un moment, on va appeler effectivement des anciens politiques ou des préfets même pour essayer de recréer du consensus. En tout cas, le sujet aujourd'hui, c'est un sujet donc de comment recrée-t-on du consensus alors que les partis sont très antagonisés et alors que l'État, depuis 3 ans, a tout simplement sapé sa propre position de neutralité. Et derrière le débat sur le statut institutionnel de l'île par rapport à la France, il y a la question sociale et notamment de la place des Kanaks dans la situation en Nouvelle-Calédonie et en particulier la jeunesse kanak. Absolument. Ce qu'il faut bien comprendre dans ces émeutes, c'est que ce n'est pas juste une question de dégel du corps électoral. Le dégel du corps électoral est un élément très symbolique parce que c'était déjà ce qui avait posé problème en 1984, bien sûr, et qui avait décléché un certain nombre de choses. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Que chacun sait. Alors, est-ce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase? En théorie, pour l'instant, oui, mais finalement, c'est pas que ce sujet qui va effectivement générer ces émeutes-là. Il y a toute une dimension de lutte contre les inégalités. Il y a toute une dimension de réinvestissement dans l'économie. Là-dessus, il faut aussi prendre en compte le fait que sur le volet économique, quand le gouvernement, avec Bruno Le Maire, avait proposé, par exemple, il y a quelques mois, le pacte nickel pour relancer l'industrie du nickel sur le territoire, il a été perçu, ou en tout cas présenté par un certain nombre de leaders kanaks, là aussi, comme un moyen de recoloniser le territoire ou de poursuivre la recolonisation du territoire par l'économie. Donc, si vous voulez, même quand le gouvernement a porté un sujet économique pour répondre à cette question, ou en tout cas à tenter de répondre à cette question des inégalités et de l'industrialisation du territoire, eh bien, de l'autre côté, ça a été perçu comme une question de recolonisation, en tout cas une perspective qui, là encore une fois, n'est pas souhaitable dans une logique de consensus. Par exemple, quel est le taux de chômage chez les jeunes Kanaks? Alors le taux de chômage aujourd'hui chez les jeunes Kanaks, c'est plus de 25%. Et de fait, il y a plus de 10 points de différence entre un jeune Kanak et les jeunes dits européens dans le territoire par rapport à cette question du chômage. Donc fondamentalement, effectivement, il y a le chômage, mais il y a aussi la question de l'éducation, tout simplement. L'accès, la possibilité de pouvoir, d'un point de vue purement matériel, faire des études notamment supérieures. Et de fait, ça a été assez symbolique que l'un des jeunes décédé lors des émeutes de cette semaine, l'un des premiers, soit un jeune qui justement était aux études en BTS, en études supérieures. C'est pas véritablement aujourd'hui ce genre de profil qu'on imaginait se mobiliser sur ce genre d'émeutes. De fait, ce qu'on observe, c'est que même ce genre de profil peut être mobilisé. Et là, peut-être que c'est aussi une question politique, au-delà de simplement la question économique. Et le processus donc de décolonisation, il est inachevé, non, pour la Nouvelle-Calédonie? Le processus de décolonisation, il est clairement
inachevé. C'est-à-dire qu'il devait s'achever avec les 3 référendums. Et aujourd'hui, on a 2 parties antagonisées. Une qui dit le 3e référendum est valable et s'arc-boute dessus. Une partie qui dit il n'est pas valable. Et à partir de là, effectivement, il va falloir attendre un certain nombre de décisions, notamment au niveau effectivement international, au niveau de l'ONU par exemple. Il va falloir bien attendre ces genres de décisions. Vous le savez, une décision doit être rendue pour savoir si effectivement ce 3e référendum s'est tenu de manière légale et de manière impartiale. Eh bien, de fait, ça devrait être un nouvel élément qui risque de mettre le feu aux poudres. Mais légitimité et légalité, c'est pas la même chose. C'est bien le sujet, tout à fait. Miko Blujon-Méred, merci pour votre décryptage de la situation. Merci à vous.